Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live sur le DCG. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien, que vous me recevez bien. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec moi via le chat. Et avant que je me présente, j'aimerais que vous le fassiez pour que je puisse un petit peu savoir qui vous êtes, d'où vous nous regardez. Dites-moi un petit peu d'où vous nous venez, d'où vous nous regardez. Est-ce que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de passer certaines UE du DCG? Est-ce que c'est la première année que vous allez passer le DCG? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes étudiant? Voilà, dites-moi tout dans le chat. Bonsoir Céline, salut Alexandre, Ousmane, Derka, Myriam, Quentin, Maxime, Adavan, Quentin, ok, tout est bien. Tout le monde me reçoit. Si jamais il y a un petit problème technique, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Il y a également une autre personne de l'équipe de ProContact qui s'appelle Dorian, qui pourra répondre à toutes vos questions par écrit. J'essaierai au maximum de rebondir sur sur les questions qui seront posées sur le chat. Mais sachez que Dorian, vous pouvez lui poser toutes les questions par écrit. Elle pourra également vous donner le support du live que vous pourrez télécharger ce soir, donc avec toutes les informations que je vais vous dire, sur tous les chiffres clés, toutes les informations sur le DCG que vous allez voir sur les slides ce soir, vous pourrez les retrouver en téléchargeant le support de lien et Dorian va pouvoir vous envoyer le lien. Donc n'hésitez pas, pas la peine de prendre des notes, vous pourrez retrouver toutes les informations par écrit. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Thomas, je suis directeur de la préparation ProContact, qui est un organisme de formation à distance entièrement qui forme au DCG, mais également au DSCG et au DEC. Donc on a accompagné plusieurs milliers d'étudiants dans la réussite de ces différents examens. Alors on ne prépare pas à toutes les UE de ces diplômes, on prépare à une grande partie, mais pas à toutes les UE. Et on fait vraiment tout à distance avec des enseignants qui sont vraiment spécialistes des examens. Et notamment, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, on accompagne sur une grosse partie des UE du DCG cette année encore. Donc j'ai hâte de vous en dire plus sur non seulement ProContact, mais surtout sur le DCG. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc ce soir, j'aimerais vous parler du diplôme et des examens dans sa globalité, de faire vraiment un live assez généraliste sur ce qu'est le DCG, à qui il s'adresse, parler du diplôme, vous donner un petit peu un panorama des épreuves, vous donner des chiffres clés. C'est plutôt un live qui s'adresse aux personnes qui ont prévu de passer le DCG l'année prochaine pour la première fois ou qui l'ont déjà passé, qui l'ont malheureusement échoué et qui vont repasser certaines UE du DCG. Donc le but, c'est de présenter globalement ce qu'est le DCG, quel est l'intérêt de le passer, quels sont les débouchés, donc vers quoi ça amène, vous donner quelques stats à jour, comment le passer, et puis quelques conseils pour réussir cette année les UE du DCG, quelques conseils pour mieux appréhender cet examen. Et je vous ferai part de quelques conseils de lauréats qui ont réussi, pas forcément avec ProContact, mais qui ont réussi les différentes UE du DCG. Pas forcément la première fois d'ailleurs, mais vous faire un petit retour d'expérience des lauréats et de tous les retours que nous avons pu avoir, de tous les étudiants avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont donné des retours d'expérience, qui m'ont dit ça je l'ai raté, j'aurais pu mieux faire, ça je l'ai réussi grâce à telle ou telle action que j'ai mis en place dans ma préparation et j'aimerais ce soir vous les présenter, vous les livrer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le DCG, les matières, le diplôme, mais également si jamais vous avez peut-être réussi certaines UE, il vous en reste d'autres à passer. Si vous avez eu peut-être une mauvaise note les années précédentes, à également faire part de vos retours d'expérience en commentaire. C'est toujours très enrichissant d'avoir des retours d'anciens candidats, pas forcément lauréats, mais toujours bon d'avoir des retours d'expérience. Ok ? Donc je vois qui
que le chat s'active. Donc, je ferai, ne soyez pas surpris, quelques petites pauses dans ce live pour scruter le chat et regarder les questions, regarder vos commentaires. Et je vois que il y a des étudiants qui sont en alternance, qui nous regardent de Rouen. Céline qui nous vient de Castres, dans le Tarn. Voilà, donc il y a déjà des personnes qui ont eu affaire à certaines UE du DCG, certains voilà, qui l'ont loupé, et donc qui travaillent à plein temps. Donc pas facile, effectivement, comme nous dit Céline, de compléter un planning professionnel et de révision du DCG. On va en parler juste après. Donc voilà, il y en a d'autres, je vois, qui sont plutôt en fin de cursus, donc qui terminent la 3e année du DCG, toujours en alternance également. Donc pas mal d'étudiants en alternance, je vois. Également des salariés. Voilà, des candidats libres qui passent différentes UE. Derka, le live va durer une petite heure. Donc l'idée, c'est de terminer à 21h, de ne pas vous prendre trop de temps sur votre soirée. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, mais quand même de prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc effectivement, c'est un très gros projet et c'est un très gros challenge de passer le DCG, de passer et de réussir toutes les UE du DCG, effectivement, que vous soyez en alternance, mais qui plus est, si vous êtes salarié et que vous avez une vie professionnelle active, que ce soit en cabinet, en entreprise et parfois une vie de famille. Donc effectivement, c'est un très gros challenge à relever pour vous. Vous pourrez évidemment revoir le live après Ousmane. Il sera en replay sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Donc, point d'inquiétude, vous pourrez retrouver toutes les informations à partir de ce soir. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je pense que, Julia, je vais y répondre au fur et à mesure de ce live sur le fait de passer le DCG en candidat libre, etc. Donc, je pense que je vais répondre progressivement aux questions. Ça va venir, mais ne vous inquiétez pas, je scruterai le chat pour ne rien louper. D'accord ? Alors, si on commence sur une présentation générale du DCG, grosso modo, le DCG, qu'est-ce que c'est? Diplôme de comptabilité et de gestion qui confère un grade de licence, donc c'est Bac plus 3, et ça ouvre notamment la voie vers le niveau du dessus, donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui confère le grade de master, Bac plus 5, et le DEC qui est le diplôme qui confère le titre d'expert comptable et qui vous ouvre également la voie vers le commissariat aux comptes. C'est vraiment la dernière étape, le Graal entre guillemets, la dernière marche à gravir pour devenir expert comptable. C'est un programme qui est très chargé, qui est très dense, qui est très vaste et qui représente environ 2250 heures de formation avec beaucoup d'UE. Il y en a 13, dont plus une facultative, donc au total il y en a 14 dont une facultative. On y reviendra, je regarderai dans le détail juste après. Et donc c'est un diplôme qui est très demandé sur le marché du travail et qui, selon moi, est souvent sous-estimé sur le marché du travail, alors que via le DCG, ça vous permet d'obtenir énormément de compétences sur plein de thèmes différents, sur de la finance, sur de l'éco, sur de la compta, sur du contrôle de gestion, une grosse base en droit, en fiscalité notamment, et ça va vous permettre vraiment d'évoluer, de monter en compétences dans votre entreprise et tout au long de votre carrière professionnelle. Et donc, avoir le DCG, c'est une super base pour pouvoir évoluer dans le secteur de la comptabilité et de la gestion et de pouvoir évoluer rapidement. On va le voir juste après, soit en poursuivant vers le DCG ou d'autres études, mais pour celles et ceux qui veulent se reconvertir dans ce secteur, c'est vraiment une super porte d'entrée et vous allez pouvoir acquérir énormément de compétences dans diverses et variées et monter rapidement en grade au sein d'un cabinet, au sein d'une TPE, PME, dans ces secteurs-là. Vous pouvez le préparer de plusieurs façons. Encore une fois, je vais y revenir et je vais rentrer dans le détail juste après. Soit en candidat libre, si jamais vous n'êtes plus étudiant, que vous êtes en reconversion professionnelle, demandant d'emploi, que vous êtes salarié,
que vous allez changer de carrière, vous pouvez le faire en candidat libre. Ou alors, vous pouvez le passer après le bac en tant qu'étudiant, en formation initiale, en alternance. Généralement, ça se prépare en 3 ans. On va y revenir juste après, mais c'est vraiment un diplôme qui est accessible à beaucoup de monde. Quelques modalités générales. Alors, j'aurais peut-être dû mettre cette slide après avoir vu un panorama général des épreuves, mais grosso modo, pour valider le DCG, il faut avoir la moyenne sur l'ensemble des UE. Attention, et petite parenthèse, pour toutes les notes qui sont inférieures à 6 sur 20, ce sont des notes éliminatoires, et donc ça élimine temporairement les candidats, et donc vous ne pouvez pas compenser avec les résultats obtenus sur d'autres UE. Et donc, vous pouvez bien entendu repasser la matière concernée que vous n'avez pas validée. Vous pouvez conserver toutes les notes qui sont comprises entre 6 et 10 sur 20. Donc, même si vous n'avez pas la moyenne, vous avez un 8 ou un 9, vous pourrez toujours la conserver et compenser avec d'autres UE. Vous pouvez la passer autant de fois que vous souhaitez, il n'y a pas de limite. Et donc, une fois que vous validez l'UE, vous la gardez, vous la conservez pendant une durée de 8 sessions, donc de 8 ans. Et donc, finalement, le DCG, il est fait pour vous si vous avez un intérêt qui est prononcé pour le monde économique, si vous aimez les chiffres, si vous êtes organisé, si vous êtes rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse, une bonne capacité de rédaction, puisque lorsque vous allez travailler en entreprise, en cabinet, c'est justement ce qu'on va vous demander pour vos clients, cet exercice d'analyse, et que vous avez justement un sens du diagnostic et l'envie de concevoir des solutions qui vont être adaptées à énormément de situations, de cas, pour des clients qui vont être divers et variés. Vous allez pouvoir potentiellement gérer un portefeuille de clients qui va être divers. Vous allez pouvoir toucher différents secteurs et donc vous allez pouvoir vous adapter en fonction de votre client. Il va falloir trouver des solutions qui soient adaptées en fonction de leur situation. Et donc, ce diplôme de comptabilité et de gestion va vous amener vers ce type de métier. Pardon, hop. Et ça me permet de faire le pont sur les débouchés. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accéder? Soit vous continuez vos études après le DCG, après votre bac plus 3, et donc vous pouvez vous inscrire à un master CCA, qui est très commun, master de comptabilité, contrôle et audit, après le DCG. Vous pouvez éventuellement vous spécialiser, faire un master en droit des affaires, en fiscal, en contrôle de gestion, un master en finance, si vous voulez vous tourner vers une branche en particulier en fonction des compétences que vous souhaitez acquérir. Après, il y a quand même, comme je le disais avant, deux diplômes, et c'est un peu le parcours académique type, c'est de faire DCG, DSCG, DEC si vous voulez, arriver jusqu'à l'expertise comptable, commissariat aux comptes. Voilà, c'est vraiment la première étape pour arriver sur le DSCG, où il y a, voilà, on renforce vraiment toutes les compétences que vous aurez acquises pendant le DCG. On retrouve pas mal de matières et pas mal de notions que vous aurez vues sur le DCG, et on garde quand même des matières très techniques, matières de droit qui sont très vastes, qui sont très denses, où c'est très dur de faire le tour du programme sans faire d'impasse. Mais voilà, ça reste un niveau qui vous permet d'accéder à d'autres métiers, notamment le métier de directeur financier, des métiers peut-être un peu plus seniors. Mais déjà, avec le DCG, vous pouvez exercer vraiment beaucoup de métiers. Ça vous ouvre quand même pas mal de portes. La première porte, c'est évidemment le métier comptable. Le métier comptable qui ne sera pas exactement le même en fonction de la structure dans laquelle vous allez évoluer. C'est-à-dire que si vous allez évoluer en cabinet d'expertise comptable, dans une grande entreprise, dans une TPE, vous n'aurez pas forcément les mêmes fonctions. Si vous êtes dans une petite entreprise, par exemple, vous serez probablement le seul comptable et donc vous serez beaucoup plus polyvalent que si vous exercez ce métier-là dans une grande entreprise où là, vous exercerez peut-être des tâches comptables beaucoup plus
précises et vous serez un petit peu moins polyvalent. Donc, à vous de voir également ce que vous souhaitez faire. Vous n'aurez probablement pas les mêmes responsabilités en fonction de la structure. Vous pourrez après évoluer sur un poste de chef de mission. C'est un petit peu l'évolution du statut de comptable, encore une fois, que ce soit dans une petite ou grande entreprise ou en cabinet. Vous pouvez également devenir contrôleur de gestion. Alors, contrôleur de gestion, généralement, vous le verrez sur le marché du travail, les entreprises demanderont plutôt le DSCG pour être contrôleur de gestion. C'est quand même un métier où il y a des compétences assez techniques et qui demandent quand même pas mal d'années d'expérience avant de devenir contrôleur de gestion. Mais ça vous donne quand même une bonne base. Donc ça, c'est via l'UE 11, contrôle de gestion, pour exercer ce métier. Vous pouvez également être gestionnaire de paye, ou ça vous ouvre des métiers dans le secteur de la finance, notamment en tant qu'auditeur financier, credit manager ou trésorier. Donc, encore une fois, grosso modo, les débouchés sont multiples et ça vous ouvre quand même pas mal de portes sur différents secteurs et ça vous donne quand même une bonne base pour pouvoir évoluer dans votre carrière professionnelle. Alors, comment passer le DCG? Qui peut s'inscrire? Grosso modo, c'est ouvert à beaucoup de monde, puisqu'il suffit d'avoir un baccalauréat ou l'équivalent, c'est-à-dire un titre ou d'un diplôme admis en dispense du baccalauréat, ou un diplôme étranger qui permet l'accès à l'enseignement du supérieur dans le pays de délivrance. Donc là, encore une fois, la liste est assez longue et je vous invite à regarder en fonction de votre académie la liste des diplômes qui peuvent vous permettre de vous inscrire au DCG. Mais grosso modo, il faut au moins un baccalauréat. Quand et où s'inscrire? Il n'y a pas encore des dates pour 2023, ça ne devrait tarder, mais quoi qu'il arrive, chez Proconta, on vous les donne évidemment dès que ça sort. Mais c'est généralement entre les mois de janvier et de février où vous pourrez vous inscrire. Tout se fait en ligne sur le site de Cyclades et les épreuves sont généralement au mois de mai, mi-mai, et qui s'étalent sur 2 semaines jusqu'à fin juin pour les épreuves orales. Et vous avez les résultats généralement au mois d'août, au mois de septembre de la même année. Vous pouvez également passer le DCG en VAE. Qu'est-ce que la VAE? La validation des acquis de l'expérience qui permet d'obtenir toute ou une partie du DCG grâce à un certain nombre d'années d'expérience que vous pouvez faire valoir pour valider certaines UE, voire tout le diplôme. Et donc, ça s'adresse plutôt aux candidats qui ont au moins 1 an d'expérience professionnelle en tant que salarié, par exemple, et qui a un rapport direct avec le champ de la comptabilité ou de la gestion. Donc, n'hésitez pas à vous tourner auprès de votre employeur si vous travaillez en entreprise. Ils pourront vous renseigner pour obtenir notamment une aide pour faire financer, pour votre VAE, pardon. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers lui pour en savoir un petit peu plus. Il y a quand même beaucoup moins de candidats qui déposent un dossier de VAE. La plupart le font par la voie classique entre guillemets, mais ça reste une possibilité et ça peut être intéressant pour ceux qui ont plusieurs années d'expérience dans ce secteur. Sachez qu'il y a des dispenses qui existent, c'est-à-dire qu'il y a certains diplômes qui ouvrent droit à certaines dispenses d'une partie des épreuves du DCG. Il y a certaines UE qui sont soumises à des dispenses que vous pouvez ne pas passer en justifiant de certains diplômes, par exemple le BTS comptabilité et gestion ou le DUT gestion des entreprises et l'administration, ou alors une licence pro en droit, en éco, en gestion, une licence pro qui mentionne en gros tous les métiers de la compta et de la gestion. Ça, encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur le site du SIEC, où vous aurez toute la liste des dispenses et notamment les UE qui sont associés à ces dispenses, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction du diplôme. C'est-à-dire que si vous avez un BTS comptabilité et gestion, ça vous permet d'être dispensé de certaines UE qui ne sont pas les mêmes que si vous avez un DUT gestion des entreprises et administration.
il me semble, attention, je ne veux pas dire d'erreur, mais qu'il y a certaines UE qui ne sont pas, que vous devrez passer obligatoirement, qui ne sont pas assujetties à des dispenses. Il me semble que c'est l'UE 2 et l'UE 10, entre autres. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'UE que vous pouvez ne pas passer en justifiant de ces diplômes-là. Et c'est le cas de pas mal de candidats. Donc voilà, pour information, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou besoin de détails sur ces dispenses, à regarder le site du SIEC où il y a toutes les informations. Alors, je vais regarder s'il y a parce que le chat aussi, je le vois défiler à côté, mais je pense que je vais répondre régulièrement à des questions au fur et à mesure. Et je vois également qu'il y a certaines personnes qui répondent et qui rebondissent à des questions, donc ça c'est super. Ok, alors pareil, Anthony, je pense que on va parler des stratégies de passage également sur les yeux, qui est une question qui revient très régulièrement. Je vois que Alain est également qui travaille chez Proconta, Alain que vous pourrez retrouver si jamais vous continuez sur le DSCG, qui est le mentor des étudiants sur les yeux du DSCG chez Proconta. Salut Alain, on te salue, toute l'équipe de Proconta. Ouais, Maxime, alors je regarde parce qu'il y en a qui répondent aux questions. Donc oui, Maxime, c'est acquis, c'est-à-dire à plus de 10, donc avoir la moyenne. Exactement. On reviendra également, Alexandre, sur les préparations de Proconta. Oui, on prépare à l'UE 11 avec notamment Pierre-Louis Gourdeau et toutes nos formations sont éligibles au CPF. J'y reviendrai plutôt dans un second temps. Donc toutes les questions sur Proconta et je laisserai également Dorian vous répondre sur toutes les questions liées à Proconta. Donc, ok, super. Le management fait peur, effectivement, Enzo. Eh bien, ça me permet de faire le pont sur le panorama pour vous expliquer, parce qu'on parle beaucoup d'UE, d'UE 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais on aimerait bien mettre des noms et des matières sur ces chiffres. Et donc, pour vous donner un petit panorama de ces épreuves, à quoi ça ressemble? Grosso modo, le DCG, c'est 14 UE, comme je viens de vous le dire, dont une obligatoire, qui sont divisés en 4 axes thématiques. Le premier axe, ça va regrouper les différentes UE de droit. Donc le droit des affaires, avec l'introduction au droit, du droit des sociétés, du droit social, donc grosso modo tout ce qui est droit du travail, le droit fiscal. Après, vous avez un deuxième axe qui concerne toutes les UE plutôt de la compta, donc compta appro que vous ferez plutôt en première année. Ensuite, comptabilité approfondie, où là, vous allez beaucoup plus sur un niveau de technique un peu plus élevé. Contrôle de gestion finance. Troisième axe avec 2 UE, notamment le management qui est couplé avec l'éco. Et puis un dernier axe sur tout ce qui est communication, environnement du numérique, avec notamment la langue vivante étrangère, donc l'UE facultative, communication professionnelle, l'anglais des affaires et système d'information de gestion. Donc, encore une fois, comme je vous le disais en introduction, passer le DCG, vous allez vous former sur énormément de matières. Il y a le gros bloc de droit, le bloc plutôt voilà, compta finance, un volet un peu RH éco et communication. Donc encore une fois, vous allez vraiment toucher à beaucoup de choses et il y a pas mal de matières qui vont aussi se recouper. Il y a des matières de droit où vous allez reprendre certaines notions d'autres UE. Donc il y a des choses qui vont se recouper et encore une fois, si vous vous projetez dans le DSCG, il y a beaucoup de notions du DCG qui vont vous servir dans le DSCG. Je prends par exemple le droit des sociétés que vous allez retrouver sur l'UE 1 du DSCG. L'UE 3 du DSCG, eh bien, ça reprend énormément de choses du management du DCG et du contrôle de gestion. Donc encore une fois, ça va vous donner un socle et une base qui est hyper solide pour la suite, que vous continuiez sur le DSCG ou même si vous rentrez directement sur le marché du travail avec les débouchés dont je vous ai expliqué.
Si on rentre un petit peu plus dans le détail et sur les axes, et si on regarde un petit peu les chiffres et les taux de réussite, sur le premier axe, donc plutôt les yeux de droit, donc bon, grosso modo, c'est le même coef, la même durée de l'examen, donc 3 heures, avec le même nombre de crédits. Ce qu'on constate sur les taux de réussite, si on regarde les taux de réussite de cette année, il n'y a pas de gros changements. Ce qu'on constate en revanche, c'est que de manière générale, je ne vous ai pas mis les courbes parce que ça serait un peu illisible de vous montrer les 14 yeux, mais ce qu'on constate sur 2022, c'est qu'il y a une baisse quand même générale du taux de réussite par rapport à l'année de 2021, l'année précédente, sauf pour l'UE2 et l'UE6, mais grosso modo, il y a une baisse du niveau sur cette année de 2022, pardon, et il y a quand même des matières qui sont beaucoup moins bien réussies que d'autres. Là, regardez, sur les yeux de droit, on est sur un taux de réussite qui est relativement bas, qui tourne autour de 34, 35, 36%. Donc un peu plus d'un tiers des candidats réussissent cette UE, avec une moyenne qui n'est pas non plus excellente, qui tourne autour de 8-9 sur 20. Donc les yeux de droit, et notamment l'UE2, l'UE4, le droit fiscal, là c'est un petit peu au-dessus du lot, mais pour avoir échangé avec énormément de candidats et d'étudiants, c'est une matière qui fait très peur parce que qui est technique, et plus que sur les autres matières de droit. Et donc, grosso modo, on est sur des taux de réussite qui sont très bas. Regardez également sur l'axe thématique numéro 2. Là, on arrive sur des taux de réussite encore plus bas. Alors peut-être pas sur l'UE9, la comptabilité, parce que là c'est vraiment les bases de la compta, c'est quand même plus réussi. Mais lorsqu'on va sur de la compta à pro, contrôle de gestion et la finance, c'est vraiment un tiers des candidats qui réussissent cette épreuve, avec des moyennes. Si on regarde la moyenne globale de l'UE10 de 2021, c'est 8 sur 20, et avec, on va le voir tout à l'heure, énormément de notes éliminatoires. Donc voilà, donc ça reste quand même des matières qui sont où il y a un taux d'échec qui est assez élevé. Et on va voir tout à l'heure les difficultés rencontrées par les candidats. Pareil pour l'UE5, pour l'UE7, grosso modo, on est à peu près du même ordre, hein. Sauf que pour ces deux yeux, c'est des yeux qui sont où il y a une durée d'examen un petit peu plus longue. C'est des yeux qui durent 4 heures. Donc, encore une fois, il va falloir se préparer mentalement et psychologiquement à bûcher, à travailler pendant 4 heures non-stop. Je sais que pour des personnes qui n'ont plus l'habitude, qui ne sont plus étudiants, se mettre dans une salle d'examen pendant 4 heures, c'est pas forcément évident. C'est physiquement et psychologiquement assez épuisant, assez intense. Donc, encore une fois, il va falloir se préparer à ça, à être efficace pendant toute la durée de ces épreuves. Sauf sur l'axe thématique 4, en fait, on constate qu'il y a des taux de réussite qui sont quand même nettement supérieurs, qui sont mieux réussis, avec des moyennes des notes qui sont voilà, un peu mieux que les UE précédentes. Donc voilà, ça vous donne au moins un panorama et un global avec quelques stats. Tout ça pour vous dire que sur l'ensemble des UE du diplôme de comptabilité et de gestion, on arrive quand même sur des taux de réussite qui ne sont pas très élevés, parce que c'est des programmes qui sont assez denses, qui sont assez techniques, notamment sur la deuxième année, on va le voir tout à l'heure. Et donc, il faut bien se préparer, mais avec la bonne méthodologie. Et si vous vous préparez correctement, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas réussir l'ensemble des UE, croyez-moi. Et je vais vous expliquer pourquoi, en vous donnant quelques chiffres clés. Mais avant, je vais regarder s'il y a quelques questions sur le chat que je vais dérouler. Bon voilà, la preuve, c'est que des personnes comme Enzo, qui ont eu 16 en UE6, bravo Enzo. Donc la preuve, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui chutent sur ces UE, mais c'est tout à fait possible de décrocher une excellente note comme Enzo,
sur l'ensemble des yeux, avec une bonne préparation, où vous allez être méthodique et rigoureux, organisé sur votre et vos années de préparation au DCG. Encore une fois, effectivement, je rebondis sur ce que dit Jenny, mais effectivement, il y a certaines personnes qui vont appréhender de différentes façons certaines UE en fonction de leur background. S'ils ont fait effectivement un BTS compta gestion, même s'ils évoluent aujourd'hui en tant que salariés dans un cabinet ou dans une entreprise, qui font peut-être aujourd'hui de la compta, qui font, je sais pas, de la paie, qui font de la fisca, qui font de l'audit, je ne sais quoi, vous allez déjà avoir des notions, une base, et donc forcément vous allez aborder ces yeux et ces matières d'une façon différente que quelqu'un qui vraiment n'y connaît rien, n'a quasiment aucune base sur le droit fiscal ou en compta, et donc forcément vous n'allez pas commencer du même niveau. Ok, alors on va avancer pour que je puisse répondre aux dernières questions. Donc comme je vous le disais, je termine un petit peu sur les chiffres clés et je reprends cette répartition par axe. Regardez, si on regarde l'axe thématique 1, comme je vous le disais, et pour rentrer un petit peu en profondeur du taux de réussite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, une partie assez significative de notes éliminatoires, donc en dessous de 6 sur 20. Regardez pour l'UE2, il y a presque un tiers des étudiants qui ont des notes éliminatoires, et au final, il y a presque les 2 tiers qui n'ont pas la moyenne. Et ça, c'est assez lisse sur toutes les UE de droit. Donc ça prouve que les taux de réussite et les personnes qui réussissent ces UE n'y arrivent pas forcément du premier coup. Alors il n'y a rien de grave, mais encore une fois, ça va pouvoir rentrer vous allez pouvoir rentrer cette notion dans l'objectif que vous allez vous fixer. Et ça va également être un critère pour votre stratégie de passage sur les UE et sur une stratégie de passage sur 2, 3, 4 ans. Encore une fois, sur ces UE, sur les UE de droit sur l'axe thématique 1 ou éventuellement sur l'axe thématique 2, il y a quand même un certain nombre, et non négligeable, d'étudiants qui ont des notes éliminatoires, et c'est assez flagrant sur la finance, sur la compta pro, où il y a quand même plus d'un tiers qui ont en dessous de 6 sur 20, et donc qui doivent repasser cette épreuve, ou éventuellement la compenser lorsqu'ils ont moins de 10 l'année d'après. Voilà. Également, voilà, c'est un petit peu moins significatif pour l'UE5 et pour l'UE7. J'ai pas mis l'axe thématique 4 parce qu'encore une fois, on arrive sur des moyennes qui sont beaucoup plus, plus hautes. Mais encore une fois, je voulais juste mettre l'accent sur la difficulté et la réalité en fait du niveau attendu pour ces différentes UE du DCG. Alors, quelle stratégie de passage adopter? C'est un peu la grande question de pas mal de candidats qui ont différentes situations, différentes stratégies de passage. Disons qu'il y a 2 grandes stratégies de passage. La première, c'est une logique traditionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant et que vous préparez le DCG en école, ça va se faire logiquement, enfin, dans la plupart des cas. Après, il y a certaines écoles qui font des switches, mais la grande majorité des écoles font ce passage traditionnel sur 3 ans, avec en première année vraiment le socle et la base des UE. Donc, vous allez retrouver l'introduction au droit, la compta, l'éco, etc. En deuxième année, là, ça va un peu plus se corser. Vous allez trouver la compta approfondie, donc dans le prolongement de l'UE9, le droit des sociétés, le droit fiscal. Donc,
des yeux beaucoup plus techniques, beaucoup moins théoriques que ce qu'on peut avoir en première année. Et puis, vous terminerez par le management, par le contrôle de gestion en troisième année. Donc, c'est un peu la logique que vous retrouverez dans la plupart des écoles. Après, si jamais vous êtes candidat libre, si vous le passez en candidat libre, vous pourriez adopter une stratégie de passage en fonction des compétences qu'on va vous demander sur le marché du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, une entreprise va plutôt peut-être demander un peu plus de compétences sur de la fiscalité, sur donner une analyse ou des conseils sur l'IS ou la déclaration de TVA, plutôt qu'avoir des connaissances en économie contemporaine. Voilà. Il y a une réalité sur la demande sur le marché du travail de la part des entreprises qui peut être retranscrite sur une logique de passage. Et donc, vous pourriez vous dire que vous allez passer dans un premier temps les UE en fonction des compétences requises de la part des employeurs. Et donc, on va retrouver l'UE9 sur la compta, on va retrouver le droit fiscal, la finance, la compta approfondie, le contrôle de gestion. Et puis ensuite, vous passerez le reste des UE un petit peu plus tard. Encore une fois, il faut, pour avoir le DCG, si vraiment vous voulez être diplômé, il faut valider toutes les UE, mais ça peut être un ordre de passage qui est différent que celui traditionnel qu'on fait généralement dans les écoles. Attention tout de même, selon moi, à garder une logique pédagogique dans le passage des UE, c'est-à-dire que c'est peut-être pas très logique de commencer par la comptabilité approfondie et puis après de faire de la compta, le l'UE9, parce que vous allez tout de suite avoir un niveau qui sera un peu plus dur. Encore une fois, ça va également être couplé avec les compétences que vous avez déjà, avec votre background, avec peut-être les facilités que vous avez pour telle ou telle matière. Donc, disons qu'il y a ce qu'on constate en tout cas sur les candidats, c'est qu'il y a grosso modo deux logiques qui se dessinent. Mais maintenant, notamment si on est en candidat libre, vous pouvez passer les matières que vous souhaitez. Il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter. Mais voilà, c'est un peu deux logiques qui se dessinent et ce qu'on a constaté de la part des candidats qu'on a interrogés, non seulement des étudiants de ProConta, mais énormément de candidats au DCG. Après, il y a également des personnes qui souhaitent passer le DCG sans forcément obtenir le diplôme. C'est-à-dire qu'ils souhaitent juste se former sur de la compta, sur du contrôle de gestion, en droit fiscal, parce que ça va les faire monter en compétences dans leur carrière professionnelle. Parce que le DCG, c'est une super formation qui va vous servir et qui va vous faire monter en compétences, encore une fois. Donc, je sais qu'il y a des candidats qui, en fait, veulent passer l'UE2, l'UE6, l'UE10 sans forcément obtenir le diplôme plus tard parce qu'ils vont acquérir des compétences qui vont leur servir dans leur entreprise et dans leur job de tous les jours. Donc finalement, la bonne stratégie, c'est une stratégie qui va être individualisée parce que vous avez des contraintes temporelles et personnelles qui vont être différentes. Comme je l'ai dit au début du live, il y en a certains qui bossent en entreprise, en cabinet, qui vont probablement traverser la période fiscale à partir du mois de février et qui n'auront pas le temps de réviser. Il y en a qui ont des vies de famille, qui ont des enfants, qui ont des objectifs également différents. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui voudront passer juste une seule UE, d'autres qui vont vouloir passer 2, 3, qui vont vouloir passer toutes les UE d'un coup, parce qu'ils veulent accorder uniquement tout leur temps full-time sur le passage du DCG. Donc, chacun a son objectif. Et donc, chacun a son objectif de passage avec, encore une fois, des niveaux d'avancement qui sont différents. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés en contact que d'autres. Il y en a qui démarrent vraiment quasiment de zéro. Et donc, il y a énormément de facteurs qui vont façonner votre stratégie. Et donc, finalement, moi, je vous ai donné encore une fois, des constats sur les stratégies de passage qu'on voit de la part d'énormément de candidats. Mais encore une fois, la bonne stratégie, ça va être une stratégie individuelle en fonction de l'objectif que vous allez vous fixer sur
court terme et sur le long terme. Ok? C'est-à-dire que, voilà, en fonction de vos dispenses également, peut-être que la première année, vous allez vous focus uniquement sur quelques UE, et ensuite, vous aurez un peu plus le temps l'année d'après pour en faire 3 ou 4. Donc encore une fois, à vous de vous donner de la visibilité sur ces passages d'UE. Alors je vois qu'il y a pas mal de retours d'expérience et c'est cool que pas mal de personnes sur le chat rebondissent sur ce que disent voilà, les anciens candidats. Je vois qu'il y a des connaisseurs de certaines UE. On va revenir aussi sur Louisia, hein, sur voilà, quelques chapitres qui reviennent en droit social et en droit des sociétés. Je vous ai mis un petit graphique sur le droit des sociétés. Et Louisia, juste pour répondre très rapidement à votre question, en droit social, malheureusement, les chapitres qui tombent souvent, bah, c'est tous. C'est un peu la spécificité de cette UE, c'est que on peut pas faire d'impasse en fait sur le droit social. Quasiment tout tombe chaque année. Il n'y a pas de chapitre qui se détache d'une année à l'autre. Je vous invite à regarder les annales où vous avez toutes les statistiques hein, sur les annales précédentes pour chaque UE, mais grosso modo sur le droit social, va pas falloir faire d'impasse. Voilà, je vois que Darka a rebondi sur votre question. Alors, une autre question que beaucoup de candidats et d'anciens étudiants m'ont posée. Ils me disent oui, bonjour Thomas, bonjour ProConta, j'aimerais passer le DCG, mais voilà, j'ai regardé un petit peu les programmes, mais j'aimerais savoir si, au-delà des taux de réussite, si l'examen est vraiment difficile. Parce que y en a beaucoup qui ont peur en regardant les taux de réussite, les moyennes des notes de manière générale sur l'ensemble des UE. Et donc du coup, est-ce que le DCG, il est vraiment dur, il est vraiment difficile? Selon moi, la réponse est non. Il n'est pas difficile. C'est un diplôme et ce sont des UE qui ne sont pas durs si vous avez la bonne méthodologie, si vous êtes rigoureux et méthodique dans votre préparation au DCG, si vous y prenez suffisamment en avance, et si vous avez voilà, le bon planning de révision, la bonne méthodo, il n'y a aucun problème pour non seulement avoir la moyenne à toutes les UE du DCG, mais aller taper des super notes, aller taper des 15, 16 sur les UE qui, on le voit à travers les statistiques, peuvent paraître très difficiles, mais c'est tout à fait possible d'avoir des super notes et de valider sans problème toutes les UE du DCG avec la bonne préparation. Encore une fois, si l'examen est en mai, vous commencez à réviser en mars et vous me dites que vous avez 5 UE à passer, là forcément ça va être beaucoup plus difficile. Donc encore une fois, il faut avoir le bon objectif en tête, mais si vous êtes suffisamment organisé, que vous avez les bons outils en main et que vous avez de la bonne visibilité avec la bonne méthodologie, non, le DCG n'est pas dur, il n'est pas difficile. Vous pouvez tous réussir haut la main l'ensemble des UE du DCG et avec les quelques conseils que je vais vous donner juste après, il n'y a aucun problème pour les valider. Donc, justement, je voulais faire le pont sur les conseils que je pourrais vous donner ce soir pour... C'est pas des conseils miracles, mais ça va vous permettre peut-être de mieux appréhender ce diplôme et ces différentes UE. Et encore une fois, c'est ce qu'on a tiré des retours d'expérience des lauréats et même les retours d'expérience des candidats malheureux qui n'ont pas eu les UE ou qui l'ont eu après plusieurs tentatives. Et donc, quelques conseils généraux à adopter. Dans tous les cas, et je pense que c'est la première chose à faire si vous vous lancez dans les révisions du DCG,
ça va être de prendre les annales des dernières années pour voilà, en prendre connaissance, les lire, les relire, les lire une troisième fois pour vraiment s'imprégner de l'épreuve, voir ce qu'on va vous demander, quels sont les types de questions, quels sont voilà, les points de cours qu'on va vous demander, mais vraiment, regardez le rapport du jury, regardez les programmes pour vous imprégner de l'esprit de l'épreuve, pour vous mettre dans la tête d'un correcteur. Et vous allez pouvoir comme ça vous projeter dans les épreuves et mieux aborder tous les programmes avant de vraiment mettre la tête dedans, mettre les mains dans le cambouis, de commencer à faire des cas dans tous les sens, etc. La première chose à faire, et si vous téléchargez le support de cours, je vous ai mis également le rapport du jury, le dernier rapport du jury, qui déroule UE par UE et qui vous donne des conseils et qui vous donne, voilà, dans les grandes lignes, les différents thèmes abordés dans chaque UE. Et donc, si vous avez déjà bien travaillé, donc vous avez des bonnes bases, le travail que vous devrez fournir, c'est évidemment faire des exercices qui correspondent à l'esprit de l'épreuve, encore une fois. Le fait de se faire corriger par quelqu'un d'extérieur, le fait ça va vous permettre d'avoir un regard externe et l'avantage et la valeur ajoutée de se faire corriger par quelqu'un d'extérieur, ça va être de sortir d'un corrigé type que vous allez pouvoir trouver sur Internet, sur des bouquins, et de reprendre vraiment tous les points et les erreurs que vous avez faites. Alors, après, chacun a ses méthodes de révision. Vous pouvez faire cavalier seul et réviser seul toutes les yeux, mais ça peut être une bonne façon de réviser le DCG, de travailler en groupe, en se corrigeant et en s'entraînant avec des camarades, en binôme, en trinôme ou en groupe, pour justement être corrigé par quelqu'un d'extérieur qui pourra vous dire bah voilà, les points à améliorer, les erreurs à ne pas reproduire sur d'autres exercices et le jour J. Donc voilà, travailler si possible en groupe. Encore une fois, chacun fait comme il veut, mais attention quand même à que ça ne soit pas trop chronophage, parce que le risque qu'on a vu lorsqu'on travaille trop en groupe, c'est que justement on peut aller chercher la petite bête, on peut aller un peu trop en profondeur, un peu trop dans le détail, et ça peut être un risque en travaillant justement en groupe avec d'autres personnes. Donc attention à ce que ça ne soit pas trop chronophage dans vos révisions en groupe. Si au contraire vous n'avez pas trop travaillé, eh bien armez-vous, ayez les bons outils de travail. Donc trouvez des ouvrages adaptés à chaque UE. Il y en a énormément, il y a beaucoup de bouquins sur différentes maisons d'édition qui sont très bien faits, avec des fiches, avec énormément de cas pratiques, et ça va vous permettre justement d'assimiler toutes les connaissances avec ces outils-là. Donc vous aurez énormément d'exercices avec des corrigés. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de secret, il va falloir vous entraîner sur des cas pratiques, sur des annales, c'est hyper important, en faire le maximum pour justement, encore une fois, s'imprégner de l'épreuve et vous mettre dans la tête d'un correcteur, dans la tête du jury. Apprenez à avoir le grit. Alors qu'est-ce que c'est le grit? C'est un mot que j'ai appris par une psychologue américaine qui s'appelle Angela Duckworth, qui a écrit un livre qui est l'art d'avoir la niaque. Donc autrement dit, le grit, c'est justement cette motivation que vous allez chercher au-delà de l'acquisition des connaissances, au-delà de toute voilà, de votre capacité intellectuelle à apprendre. Angela nous explique que il y a cette niaque, cette envie d'atteindre cet objectif qui va vous driver, qui va vous motiver et qui va vous permettre de réussir. Et ça, c'est ce grit, cette niaque qui va vous permettre de vous dépasser et d'aller au-delà de la partie théorique et de l'acquisition des connaissances. Donc, essayez vraiment d'apprendre à toujours garder cette capacité à aller chercher le but, l'objectif que vous êtes fixé, et de toujours garder cette niaque
de vous dire, OK, cette année, je vais me défoncer pour aller obtenir une super note sur l'UE10, sur l'UE2, sur l'UE6. Et pourquoi pas être major de promo cette année, c'est la mienne. Je veux être diplômé de ce DCG et essayer de vous projeter au-delà de ce diplôme, de voir plus loin. Voyez DSCG, voyez DEC, c'est hyper important, ça va vous permettre de driver votre programme de révision. Également, prenez du plaisir. Deuxième personnage que je vous présente, c'est, vous la connaissez peut-être, Maria Montessori, qui est un ancien médecin qui a mis en place et qui a créé la fameuse pédagogie Montessori dont vous avez probablement entendu parler, qui en fait nous apprend que c'est nécessaire d'avoir des motivations intrinsèques et plus vous allez aimer ce que vous allez apprendre, plus vous allez apprécier les matières, le droit, la compta, et plus vous allez, ça va vous donner un avantage en plus et vous prendrez du plaisir à acquérir des compétences que vous pourrez mettre en pratique derrière au sein de votre travail, dans votre entreprise ou en cabinet. Donc vraiment, essayez de prendre du plaisir à apprendre les matières sur lesquelles vous allez travailler en droit, en compta, en finance. Ça vous donnera une motivation supplémentaire. Et encore une fois, essayez de penser aux compétences que vous allez acquérir et que vous allez pouvoir faire évoluer tout au long de votre carrière professionnelle. Alors, j'ai eu pas mal aussi de messages d'anciens étudiants ou de candidats qui sont un peu démotivés, qui sont venus me voir en me disant bah voilà, j'y arrive pas, ça fait plusieurs années que j'essaie de passer ces UE. Là, si je ne l'ai pas cette année, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais évoluer. Voilà, je baisse un peu les bras, je ne sais pas trop, j'hésite à me reconvertir. Donc, il y a énormément d'étudiants qui sont un peu démotivés, qui décrochent. Le message et ce que j'ai envie de leur dire ce soir, c'est parce qu'il y en a pas mal qui me disent qu'ils sont en retard, qui ont pris du retard et donc du coup, voilà, qui me disent j'ai pas le temps, je sais pas trop quoi faire. Ne vous focalisez pas sur le temps que vous avez perdu, mais sur le temps qu'il vous reste jusqu'à l'examen. Aujourd'hui, on a encore 6 mois pour valider jusqu'aux examens. Ça nous laisse quand même un certain temps pour acquérir les connaissances et vous entraîner. Donc encore une fois, ne regardez pas en arrière et tout le retard que vous avez accumulé, mais dites-vous que vous avez encore pas mal de mois pour vous construire un planning de révision et pour essayer de vous créer de la visibilité sur ces 5-6 mois de révision et vous dire voici comment je vais me préparer et essayer d'arrêter de vous comparer aux autres étudiants parce qu'encore une fois, vous ne partez pas du même niveau, vous n'avez pas le même background c'est le cas de pas mal d'étudiants qui me disent oui mais moi je connais quelqu'un qui a eu 16 sur 20 et qui a passé toutes les UE du DCG en un an. Bah oui mais très bien, mais cette personne-là, elle était full-time sur les révisions du DCG, elle ne travaillait pas en cabinet, elle avait énormément d'outils et elle avait beaucoup plus de temps que toi à accorder aux révisions du DCG. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée de se comparer aux autres étudiants, ça va vous créer du stress en plus et je ne sais pas si c'est une bonne chose et ça peut être contre-productif sur vos années de préparation. Si vous avez échoué l'année dernière, bah, essayez d'analyser ce que vous pouvez améliorer pour cette année. Attention à ne pas vous faire envahir par les pensées toxiques qui peuvent apparaître. Avancez vraiment de votre côté, restez focus sur votre planning de révision, sur votre stratégie. Gardez votre objectif qui doit être individualisé et tout ira bien. Donc, mon conseil numéro 1, ça va être de vous fixer un objectif. Encore une fois, c'est vraiment la première chose à faire. Comme je l'ai dit, chacun va avoir un objectif différent en fonction de énormément de facteurs. Et la première chose, c'est d'éviter la dispersion. Je pense que il faut rester focus sur les outils que vous avez choisi de prendre. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans vos cours si vous avez déjà voilà, des manuels par votre école. Vous avez voilà, différents, vous en avez plein, hein, des manuels de différentes éditions, mais tenez-vous-en à un seul outil.
Par exemple, si vous prenez une prépa, que ce soit en présentiel ou à distance comme ProConta, mon conseil, c'est de s'en tenir aux outils qu'on va vous demander, qu'on va vous donner, et de ne pas vous éparpiller sur des fiches à droite à gauche, sur différents manuels, parce que, au contraire, ça peut être contre-productif. Vous allez vouloir vous armer et vous faire une pile de bouquins. Et je trouve, à mon sens, que ça peut être source de procrastination parce que ça va plus être là pour vous rassurer en vous disant « Ok, j'ai acheté 10 bouquins en contrôle de gestion, ça me rassure, mais au final, je vais ne traiter peut-être que un quart des outils que j'ai à ma disposition. » Donc vraiment, selon moi, évitez la dispersion et essayez d'adopter un bouquin, une édition, et d'éviter de trop vous disperser dans tous les outils pédagogiques que vous aurez à disposition. Également, essayez de changer d'objectif. C'est-à-dire que peut-être que votre objectif, ça ne va pas être de venir à bout des programmes qui sont très denses, qui sont très vastes, mais ça va plutôt être de savoir répondre aux questions le jour J. Si votre objectif, c'est uniquement d'avoir 10 sur 20, de gratter un maximum de points, ce qu'on va vous demander, ce que vous allez chercher, c'est de répondre aux questions le jour J. Ça ne va pas être de connaître tout sur tout par cœur, sur tous les points du programme, dans le moindre détail. Non. Ce que vous allez chercher à faire, ça va être de vraiment répondre aux questions le jour J pour valider la matière. Et donc, du coup, savoir appliquer les règles et mobiliser ses connaissances pour les mettre en pratique le jour de l'épreuve. Ok ? Essayez de prendre du recul en définissant les priorités. C'est-à-dire que ça va être une forme d'entonnoir. Première chose, connaître les programmes, connaître la méthodologie attendue en fonction de chaque QE, avoir les connaissances et vous donner du temps pour vous entraîner. Et puis ensuite, si vous avez suffisamment de temps, vous allez vraiment aller dans l'approfondissement, dans le détail, dans le bonus pour aller vraiment voir des points beaucoup plus en profondeur sur telle ou telle matière de chaque UE. Voilà, je vois qu'il y a quelques exemples d'étudiants qui ont validé, par exemple, avec les livres des éditions Courroy. C'est très bien. Après, encore une fois, Barceau, moi, mon conseil, c'est de ne pas s'éparpiller en fait dans les outils pédagogiques que vous adopterez. C'est juste ça. Il y en a plein. Donc, encore une fois, il y a les éditions Courroy, Duno, Vuibert, qui sont très bien faits, que vous pourrez trouver assez facilement. J'ai pas forcément de manuel à conseiller. Vraiment, encore une fois, voilà, comme le dit Barceau, les éditions Courroy sont très bien faits, Vuibert également sont très bien faits. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur les manuels. Regardez, éventuellement, allez les feuilleter pour voir voilà, ce que les différents dossiers d'entraînement et comment sont faites les fiches. Mais ça, c'est assez subjectif comme choix. Mon conseil numéro 2, ce soir, ça va être de concentrer vos révisions sur les thèmes essentiels. Encore une fois, vous avez le temps, mais si vous passez 4-5 UE, va falloir vous organiser et ça va être quand même très compliqué de faire le tour du programme sans faire d'impasse. Donc, je ne dis pas, attention, qu'il faut faire des impasses sur les UE, je dis juste que une stratégie de préparation peut passer par une priorisation des thèmes. Ce que nous dit le bulletin officiel, par exemple, sur l'UE2, il nous donne un certain nombre de temps en heures en fonction des grandes parties de l'UE2. C'est-à-dire que, regardez sur les principaux types de sociétés, vous allez statistiquement passer beaucoup plus de temps que sur l'ESS ou le traitement des difficultés. Et donc, ça peut axer votre préparation et votre planning de révision en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes
qui vont avoir beaucoup plus de poids sur le programme de révision. Et de toute façon, vous les verrez sur les sujets d'anal. Vous verrez qu'il y a des thèmes qui reviennent beaucoup plus que d'autres, qui tombent beaucoup plus que d'autres. Encore une fois, moi, je ne veux pas donner je ne fais pas de statistiques, mais un bon exercice à faire, ça serait, encore une fois, de prendre les annales des années précédentes et de regarder les thèmes récurrents et forcément d'accorder peut-être un peu plus d'heures à ces thèmes et de se centrer, de prioriser vos révisions sur ces thèmes-là. Encore une fois, sur l'UE10, lorsqu'on regarde les différents sujets depuis 2014, eh ben, il y a des thèmes qui reviennent beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que sur les immobilisations corporelles et incorporelles, ça tombe quasiment tout le temps. Les capitaux propres, etc. Alors que les actifs financiers, vous les retrouverez beaucoup moins sur les sujets d'anal. Et donc, encore une fois, ça peut driver et ça peut rentrer en compte dans l'organisation de vos révisions pour tel ou tel lieu. Je ne dis pas, encore une fois, hein, j'insiste, qu'il ne faut pas réviser la partie sur les actifs financiers. Je dis juste que, en termes de priorisation, peut-être qu'il faudra accorder un peu plus d'importance sur les thèmes qui sont récurrents, comme les capitaux propres, les charges, produits, etc., plutôt que sur la partie actifs financiers, tout ce qui est stock, etc. OK ? Justement, chez ProConta, je voulais faire une petite parenthèse. On vous donne les points clés avec vraiment les notions essentielles via des vidéos de cours synthétiques qui durent une dizaine, une quinzaine de minutes sur vraiment les notions essentielles pour chaque UE. Donc, c'est des petites capsules vidéo qui sont assez courtes, qui ne dépassent pas 20-30 minutes et qui s'attardent vraiment sur certains points essentiels du programme. Là, en l'occurrence, c'est des cours synthétiques sur l'UE2 avec Frédéric Bottaro. Et en 17 minutes, il revient sur les connaissances à acquérir sur les droits financiers des associés. Voilà comment ça se matérialise, par exemple, chez ProConta. Et quand vous rentrez dans une vidéo, voilà comment ça se passe. Vous avez à chaque fois, un peu comme ce soir, l'enseignant qui vous fait cours, avec à chaque fois les slides de cours que vous pouvez télécharger au format PDF, avec, pour certaines UE, des fiches qui reprennent les notions que vous allez acquérir via la vidéo. Bien évidemment, vous pourrez poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris à l'enseignant qui y répondra même en replay. Évidemment, mon autre conseil, ça va être de s'entraîner, et c'est le jury qui nous le dit avant tout. Le jury nous dit qu'il faut multiplier les entraînements sur des cas qui vont être progressifs, c'est-à-dire que ce qui est pas mal, ça va être de monter en niveau et en difficulté au fur et à mesure de votre préparation et de varier également les cas pratiques, c'est primordial. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'UE6, la meilleure préparation, ça va être de s'entraîner, de faire des cas pratiques, de refaire des sujets originaux, des annales, des cas que vous pourrez trouver sur différents manuels. Pareil sur l'UE5, il va falloir s'entraîner de façon régulière, ça c'est très important, en mettant en pratique la méthodologie que vous aurez apprise en amont. C'est pas vous entraîner bêtement à faire des exercices et à regarder le corrigé type, mais c'est vous entraîner à appliquer la méthodologie qu'on vous aura transmis, notamment sur les UE de droit, le raisonnement juridique. C'est hyper important de bien l'appliquer sur des cas pratiques, donc en s'entraînant de façon méthodique. Encore une fois, donc là j'ai mis des conseils des lauréats qui confirment cela. Il faut s'entraîner, des heures à potasser des cas pratiques. C'est hyper important. Encore une fois, je fais une nouvelle parenthèse sur ProConta, mais on propose, en plus des petites capsules de cours que je vous ai présentées, des entraînements en direct avec les enseignants qui sont évidemment disponibles en replay. Et c'est le moment où vous pouvez poser des questions en direct à l'enseignant s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a généralement des cas à travailler en amont qui sont corrigés en direct avec l'enseignant. Et on a essayé de reconstituer une salle de classe virtuelle puisqu'il y a un chat avec l'ensemble des étudiants qui peuvent interagir entre eux et avec l'enseignant. Il y a des dossiers d'entraînement qui sont fidèles à ceux de l'examen, donc qui ressemblent vraiment en tout point à ce que vous pourrez traiter le jour J.
Donc ça, c'est vraiment sur la partie entraînement. Comme je le disais, j'ai fait un parallèle avec la méthodologie. Avant de vous entraîner et de foncer tête baissée sur des cas pratiques et d'entraînement, c'est hyper important de respecter la bonne méthodologie. Et je l'ai un petit peu dit juste avant, mais vous n'allez pas réviser les yeux de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté ce qu'on appelle les matières littéraires, les matières de droit par exemple, et d'un autre côté les matières techniques, matières de compta, finance, contrôle de gestion, où vous allez retrouver un peu plus de calcul, un peu plus de chiffres. Et donc ça, vous n'allez pas les réviser de la même façon. Les matières littéraires, l'objectif, ça va être de comprendre, d'apprendre déjà toutes les connaissances en amont, donc définition, les règles juridiques. Selon moi, il faut éviter le par cœur, parce que vous ne pourrez pas apprendre tout par cœur. Le programme sont tellement denses que vous ne pourrez pas apprendre toutes les définitions par cœur. Ça ne sert à rien. Et puis, même après, je trouve que le par cœur ne permet pas de les retenir de façon suffisamment intelligente. Et donc, sur ces matières-là, l'objectif, ça va être d'apprendre toute cette connaissance, toute cette base de connaissances et de comprendre surtout la logique de la règle de droit. Et ensuite de la mettre en pratique sur des situations concrètes que vous retrouverez in fine dans votre travail au quotidien avec vos clients. Et donc, il y a plusieurs moyens mnémotechniques en schématisant un maximum et évidemment en s'entraînant sur des cas pratiques. Alors que sur les matières techniques, vraiment le cœur des révisions va se reposer sur de l'entraînement. Il va falloir s'entraîner et de vraiment regarder les corriger pour comprendre ces erreurs, comprendre les difficultés que vous avez rencontrées, vous faire une rétro sur ce que vous avez mal fait ou ce que vous n'avez pas très bien compris pour justement éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est via l'entraînement que vous allez pouvoir progressivement comprendre et vous améliorer pour ne plus faire les mêmes erreurs le jour de l'examen. Encore une fois, petite parenthèse sur la méthode et le soin. Et j'insiste lorsque vous allez bosser sur les yeux de droit, sur la forme, la clarté de votre rédaction et des réponses. Je vous donne un exemple de copie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Moi, je n'y arrive pas. J'arrive à peine à déchiffrer ce qui est écrit. Il faut vraiment plisser les yeux pour comprendre ce qui est écrit. Et donc, encore une fois, il va falloir vous mettre dans la tête d'un correcteur. Un correcteur qui va recevoir cette copie-là, il ne va pas forcément avoir envie de lire votre copie. Qui plus est, s'il y a des fautes d'orthographe à chaque paragraphe. Donc, encore une fois, il va falloir s'exercer également sur la forme. Et ça, c'est via l'entraînement. C'est via l'entraînement en conditions réelles d'examen. Donc, il va falloir s'entraîner sur papier, avec un stylo, pas forcément sur votre écran d'ordinateur, et vraiment vous mettre en condition pour avoir une copie comme celle-ci, où là, c'est clairement plus lisible, avec vraiment la méthodologie juridique qu'on vous a prise en amont. Donc encore une fois, sur les conseils des lauréats, encore une fois, ils confirment le fait que la méthodologie est très importante, notamment sur les yeux de droit. Vous verrez, si vous regardez sur ProConta, on parle beaucoup de Frédéric Bottaro sur les yeux de droit qui a permis à beaucoup de candidats de se réconcilier d'une part avec le droit. Je fais je rebondis sur ce que je disais au début du live sur le fait de prendre plaisir à réviser. Justement, Frédéric Bottaro, qui est très apprécié des étudiants, pour certains a réconcilié les étudiants avec la fiscale et pas mal d'éléments de droit, mais surtout à une méthodologie qui est hyper claire et qui va vous permettre vraiment de comprendre très facilement la règle de droit et comment appliquer tout ce raisonnement juridique sur des cas pratiques. Un autre conseil qu'il va falloir mettre en place, un conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à gérer votre temps. Et ça,
ça ne s'invente pas. L'art de la planification ne s'invente pas. Il va falloir, dans un premier temps, identifier vos contraintes récurrentes, à savoir votre planning professionnel ou votre rythme d'études, si vous avez des enfants, votre vie de famille, les amis, etc. Donc, tout ce qui va vous permettre de conditionner votre planning de révision pour le DCG et ce qui va vous permettre d'identifier les plages durant lesquelles vous pourrez justement réviser. Ça peut être la semaine en soirée, ça peut être le week-end. Généralement, c'est là où on a le plus de temps. N'hésitez pas également à en parler à votre employeur pour éventuellement aménager vos horaires de boulot. Essayez d'optimiser vos trajets dans les transports pour regarder quelques vidéos. Mais essayez vraiment de vous réserver des plages horaires et d'être suffisamment assidu sur votre planning pour vous dire « Ok, dimanche de 14h à 16h, je me fais une révision en prenant un annal sur l'UE2 et je m'y tiens et personne ne vient me déranger pendant cette séance de révision. » Et donc, selon moi, pour arriver à se motiver et à prendre un bon rythme de révision, il va falloir s'en créer un suffisamment en avance avec à chaque fois un objectif de révision qui doit être clair et précis. Comme je vous le disais, le dimanche, je vais regarder les vidéos sur la partie bilan, avec comme objectif de comprendre certaines notions et certaines connaissances clés et de me faire une rétro pour savoir si j'ai vraiment compris ces connaissances, si je peux les appliquer. Sinon, eh bien, reprendre une autre séance de révision avec comme objectif de comprendre les notions que je n'ai pas forcément bien compris sur cette première séance de révision. Ok ? Alors voilà, quelques petits conseils pour bien gérer son temps. Donc se fixer des objectifs qui soient sur court terme, donc plutôt des objectifs à la semaine, hebdomadaire, à chaque fois avec un objectif pour chaque séance. Est-ce que votre objectif, ça va être de comprendre des notions clés ou alors c'est un objectif de séance, ça va pouvoir être de s'entraîner sur un sujet d'anal. Voilà, il y a différents types d'objectifs. Vous pouvez utiliser des outils de planification. Moi, j'utilise Notion, qui est hyper bien fait, qui va vous permettre de matérialiser tout votre planning de révision. Vous pouvez utiliser Trello, vous pouvez utiliser des post-it que vous pouvez mettre sur votre mur. Voilà, chacun sa façon de bien s'organiser. Mais selon moi, je pense que c'est primordial d'avoir un outil de planification et d'avoir un planning qui soit suffisamment sain et soutenu pour justement garder un rythme de révision qui vous permette d'une part d'avoir le temps d'acquérir toutes les connaissances et de vous entraîner suffisamment jusqu'au jour de l'épreuve. Alors, quel temps faut-il passer à réviser pour réussir? Alors ça, c'est encore une très grande question qu'on nous pose chez ProConta. Encore une fois, il n'y a pas d'heure sur chaque UE, sinon je vous l'aurais dit dès le début. Mais moi, un exemple que je pourrais vous donner et que j'ai donné à un ancien candidat qui était salarié en cabinet, donc qui avait un rythme professionnel assez soutenu. Grosso modo, vous pouvez faire ce calcul. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est 168 heures. Vous enlevez le temps de sommeil, plus les tâches vitales, donc repas, transport, etc., plus le temps de travail en cabinet ou en entreprise. Vous gardez un petit peu de temps de libre le week-end et vous pourrez quantifier le temps qui vous reste à accorder au DCG sur la semaine. Là, en l'occurrence, ça peut être 22 heures à accorder sur le DCG que vous allez pouvoir vous répartir sur des séances de révision la semaine ou le week-end. Et donc, encore une fois, ça se tend, il va falloir le répartir sur des temps de révision, mais également vous laisser des temps pour vous reposer, pour garder des loisirs, pour faire du sport, pour voir vos amis, votre famille, etc. Et donc, encore une fois, il va falloir quantifier ce temps-là en prenant en compte plusieurs choses. Le fait, déjà, le temps qui vous reste avant l'examen. Donc, encore une fois, vous avez le temps, 26 semaines avant l'examen. Faites vos petits calculs, mais ça vous reste quand même pas mal de jours avant les examens fin mai. Essayez de quantifier le temps que ça va vous prendre pour faire une fiche, pour lire un poly de droit, pour faire un sujet d'anal en totalité, en conditions réelles d'examen, encore une fois.
et de structurer vos séances de révision. Pour moi, une bonne séance de révision, c'est max 2 heures. Au-delà de 2 heures, notre attention commence à baisser et on est moins productif. Et donc, une bonne journée de révision, ça peut être un samedi ou un dimanche, c'est 3 ou 4 séances max, pas plus. Après, en fait, vous allez avoir tendance à vous cramer et vraiment à ne plus retenir ce que vous avez appris dans la journée. Attention également aux séances nocturnes. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément le choix et qui bossent toute la journée et qui révisent à 22h, 23h. Attention non plus à ne pas trop se cramer et à se mettre des séances de révision de 2 heures, 2 heures et demie à partir de 21h parce qu'on a un taux d'attention qui forcément n'est pas le même que si vous vous y mettez le samedi matin à 10h. Donc prenez en compte tout ça, prenez en compte les jours de congé, toutes les distractions inutiles qui vont pouvoir accaparer votre planning de révision. Tout ça pour quantifier le nombre d'heures que vous allez pouvoir associer aux révisions du DCG chaque semaine. Et puis, un dernier conseil, ça va être de passer à l'action. Parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais va falloir s'y mettre, va falloir mettre les mains dedans et de croire en votre bonne étoile, de se mettre dans de bonnes conditions mentales pour vous dire que vous avez toutes vos chances. Encore une fois, le DCG n'est pas difficile, il n'est pas dur pour toutes les personnes qui ont la bonne méthodologie, ont le bon planning de révision, qui s'y prennent suffisamment à l'avance. Et donc, aujourd'hui, vous disposez de suffisamment de temps pour bien vous préparer. Donc, il faut en profiter. Il faut vraiment sauter le pas et mettre tout de suite le pied à l'étrier pour enclencher votre rythme de révision. Et vous avez 6 mois pour travailler de façon continue et régulière jusqu'en mai prochain. Pendant les 6 mois qui nous séparent des épreuves, il va falloir garder le moral, il va falloir garder la forme. Donc, il y a une préparation notionnelle, mais il y a également une préparation mentale qui est hyper importante, qui va vous permettre d'éviter le claquage sur les dernières semaines de révision et de garder la niaque. Pensez au grit que je vous ai indiqué en début de live. Et voilà. Et tout ça, chez ProConta, donc pour fermer la parenthèse, on essaie en tout cas de vous donner toute la méthodologie, on vous donne des conseils de révision. Nous, en tout cas, les programmes qu'on propose sont adaptés à tous les profils de candidats. Nous, les étudiants qu'on a eu chez ProConta sont des alternants, sont également des salariés, des étudiants, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, encore une fois, notre préparation s'adapte à tout type de profil, à des personnes qui n'ont pas le même planning, qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas le même niveau d'avancement et qui permettent vraiment d'avoir une préparation individualisée. Et donc, pour répondre peut-être aux premières questions que j'ai vues dans le chat sur notre accompagnement ProConta, encore une fois, je vous le disais au début, on ne prépare pas à toutes les UE. On prépare grosso modo aux UE des années 2 et 3. Donc l'UE 2, 3, 4, donc 3 UE de droit, 6, 7, 10 et 11 du DCG, donc quand même une grosse partie du diplôme. On lance les formations, donc je vous le dis en avant-première ce soir, ce vendredi, le 18 novembre. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations et tout le détail ce vendredi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Dorian sur le chat et à lui poser des questions pour en savoir plus sur le programme d'accompagnement. Mais pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut vous proposer, nous, notre programme sur le DCG, il est basé sur 3 temps forts. Le premier, c'est l'acquisition des connaissances, tout le socle notionnel qui est nécessaire pour s'entraîner ensuite pour chaque UE. Ensuite, évidemment, ça va être la maîtrise de la méthodologie de l'épreuve, et ça, on vous le donne en direct via des cours avec vos enseignants qui sont spécialistes de l'examen. Et puis ensuite, des cours en direct d'entraînement qui durent 2 heures, 2 heures et demie, qui sont disponibles en replay, qui vous permettent d'apprendre à votre rythme. C'est-à-dire que si vous loupez le coche et que vous avez loupé un cours en direct, pas de souci, vous pourrez le revoir en direct sans problème et continuer à poser vos questions, même en replay, à l'enseignant. Je vous ai mis les tarifs. Voilà, encore une fois, on vous donnera toutes les informations ce vendredi. Il y a des tarifs promotionnels et on a packagé également
les UE. Donc, on a fait un pack 4 UE qui correspond au pack de 2e année, pack 3 UE, plutôt pack de 3e année. Et puis, on a fait un pack complet, le full pack 7 UE, avec à chaque fois des accès aux cours qui diffèrent. C'est-à-dire que vous pourrez quand même accéder aux cours, à la bibliothèque de cours et au replay des lives pour la session d'après. Donc, par exemple, si vous choisissez une UE, les packs 3 et 4 UE, vous accéderez à la bibliothèque de cours et à tous les lives que vous aurez suivis ces prochains mois. Donc, au replay des lives, une année de plus, si pour X raison, vous échouez à l'UE que vous préparez. Voilà. Sachez que les préparations, et je crois qu'il y avait une question au début du live, sont éligibles au CPF. Vous pouvez également faire financer votre préparation par votre employeur, donc n'hésitez pas à vous tourner auprès de votre service RH qui peut vous financer toute ou une partie de cette formation. N'hésitez pas à vous tourner également vers votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Je vous ai remis tous les tarifs. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à nous poser des questions sur le chat si vous avez besoin de précision sur notre offre d'accompagnement. On a également un programme égalité des chances, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément les moyens financiers de suivre ces préparations, on ne veut pas que ce soit un frein. Et donc, on propose ce qu'on appelle un programme égalité des chances qui permet de bénéficier d'une bourse et donc d'une réduction assez significative sur vos préparations. N'hésitez pas également à regarder sur notre site ou à prendre rendez-vous avec Dorian pour en savoir plus sur les conditions requises. On a également, j'ai oublié de vous dire, mais chez ProConta, on insiste beaucoup pour fédérer et pour avoir un esprit de promo chaque année sur le DCG, sur le DSCG et même le DEC. Et donc, il y a des groupes WhatsApp d'entraide des étudiants qui permettent de mieux communiquer. Et c'est quand même pas mal à quelques jours, à quelques semaines de l'examen où le stress commence à monter, de pouvoir se rassurer, de poser des questions, même pratico-pratiques sur comment on se rendra à l'examen, qui a eu sa convocation, ah vous êtes où, on se retrouve avant l'examen, etc. De pouvoir décompresser, c'est toujours assez sympa, surtout quand c'est en distanciel, de pouvoir échanger avec des camarades de promo et même parfois des enseignants qui sont sur ces groupes WhatsApp. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions, à prendre rendez-vous. On peut vous faire une démo de la plateforme pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On est là par téléphone, par mail, par chat pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également, je termine ce live pour faire référence à nos différents contenus qui sont disponibles également sur YouTube pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un cours de Pierre-Louis Gourdou, de Frédéric Bottaro, sur la finance, sur les UE de droit. Vous pourrez voir voilà, à quoi ressemble un cours chez ProConta. Il y a beaucoup de contenu sur notre chaîne YouTube, sur des replays de live qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller surfer sur notre chaîne et à regarder quelques contenus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant de vous souhaiter une très bonne soirée, parce que je ne veux pas abuser. J'avais dit 1 heure et je suis bavard, il est 21h24, mais je vais quand même regarder, s'il y a des dernières questions. Et je vois que Dorian y a répondu par écrit. Mobio qui nous demande si c'est possible, est-il possible d'être inscrit à l'Intec et de bénéficier des services de ProConta? Bien sûr, vous pouvez cumuler les deux. Mobio, il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, bien sûr. Alors Saïd, si vous êtes financé par le CPF, oui, il y a vous verrez, il y a une date de fin d'accès qui sera la même. Encore une fois, vous retrouvez toutes les informations. Alors Saïd, c'est normal aujourd'hui que les formations ne soient pas sur mon compte formation. Elles seront activées à la fin de la semaine avec toutes les informations sur notamment les dates d'accès aux cours, les dates d'entrée en formation et de fin de formation. Voilà. En fonction du pack également auquel vous êtes intéressé et du nombre d'UE que vous suivrez. Alors Anthony, je sais pas. C'est en fait quand vous prenez des packs,
c'est-à-dire que vous accédez au cursus des différentes UE. Donc, par exemple, si vous prenez le pack 3 UE, UE3, UE7, UE11, c'est-à-dire que vous accéderez à toute la bibliothèque de cours, donc les vidéos préenregistrées de l'UE3, de l'UE7 et de l'UE11, et que vous accéderez aux cours en direct et en replay à ces UE-là. Voilà. Ok. Génial, Mobio qui se prépare depuis la Côte d'Ivoire. Génial. Alors, Barsou qui nous demande la date de début des cours. Alors, pour vous donner voilà, en avant-première, encore une fois, quelques détails sur notre programme de formation, les cours débuteront au mois de janvier-février et s'étaleront de façon assez continue jusqu'au mois de mai, début du mois de mai. Là, grosso modo, la première étape de notre préparation, donc à partir du mois de novembre, ça va plutôt être une étape d'acquisition des connaissances avec toute la bibliothèque de vidéos de cours que vous aurez à disposition et que vous pourrez prendre le temps de regarder pour ensuite mettre le pied à l'étrier sur les premiers lives de méthodo et d'entraînement qui débuteront pas avant la mi-janvier, fin janvier pour toutes les UE. Voilà, et qui vont s'étaler en fonction de l'UE que vous allez prendre, mais si vous prenez qu'une UE, ça sera à peu près une dizaine d'heures de cours, une douzaine d'heures de cours. Donc c'est des lives qui durent 2 heures à peu près sur les thèmes clés du programme. Et donc c'est grosso modo un live par mois, par UE. Voilà, que vous pourrez voir, revoir et faire des parallèles avec les vidéos. Donc Sarah, voilà, les tarifs sont sur le support. Ah, Barsou, d'accord, super. Donc vous êtes une ancienne étudiante de ProConta. Ravi de vous revoir sur ce live ce soir. Jujul qui nous demande comment réviser sur les thèmes essentiels de l'axe 2. Alors l'axe 2, déjà, ça reprend plusieurs UE. Et je pense qu'il faut regarder UE par UE, regarder voilà, ce qui est tombé encore une fois sur les années précédentes. Vous pourrez regarder, il y a beaucoup de contenu, notamment sur Content Online, il y a pas mal d'articles qui résument les thèmes essentiels pour chaque UE, voir ce qui est tombé, et qui peuvent vous permettre de prioriser vos révisions pour chaque UE. Donc, je ne sais pas, votre question est assez large. Comment réviser sur les thèmes essentiels de l'axe 2 ? Tout d'abord, en prenant connaissance des sujets d'anal des 5-6 dernières années. Et puis de regarder aussi sur le bulletin officiel le nombre d'heures et le poids de chaque thème dans le programme. Ça va vous permettre au moins de quantifier les révisions de chaque thème et de vous organiser sur les notions essentielles. En tout cas, sur ProConta, on axe vraiment la préparation sur les notions essentielles pour chaque UE. Oui, sur l'axe 2, Jules, eh bien, l'axe 2, ce qu'on s'était dit, c'est que c'était le lieu 9, 10, 11, 6. Donc nous, on propose ces différentes UE. Donc oui, on peut vous aider à le préparer, si vous devez le repasser. Si vous souhaitez faire appel à une préparation à distance. Alors, Jean Paterne, sur les centres d'examen, sur les pays étrangers, en Côte d'Ivoire, alors de mémoire, il me semble qu'il y a un centre d'examen en Côte d'Ivoire, mais il faut vous rapprocher de l'académie qui est référente à la Côte d'Ivoire, mais il me semble qu'il y a de mémoire un centre d'examen en Côte d'Ivoire. Je vous propose de
vous confirmer cette réponse et je vous écrirai soit sur Facebook ou par mail si vous le souhaitez. J'en parlerai, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de le passer, à distance sans forcément se déplacer en France. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors Céline, si vous avez participé au programme de ProConta cette année, c'est pas exactement le même concept. En fait, il y a cette année, si vous voulez, on a plutôt fait des stages intensifs avec uniquement des lives d'entraînement sur les derniers mois, donc plutôt au mois de mars, avril, mai, les derniers mois avant les examens. Là, on a renforcé l'accompagnement et la préparation avec tout un socle notionnel, avec des vidéos préenregistrées qui vous permettent justement d'anticiper ces séances d'entraînement, et on s'y prend quand même beaucoup plus en avance. C'est-à-dire que vous pouvez commencer dès maintenant, en novembre, alors que cette année, la préparation débutait en février, février-mars. Et donc là, on prend quand même plus d'avance. Et il y a, en plus de ces cours en direct, eh bien, toute la partie acquisition des connaissances avec les vidéos qu'on a rajoutées et qui complètent cette formation. Donc avec, encore une fois, un premier axe, acquisition des connaissances, un peu plus théorique. Et puis ensuite, à partir du mois de janvier, février, donc encore une fois, là, on prend plus d'avance que cette année sur des lives d'entraînement qui sont étalés sur le mois de mai. Donc c'est un peu plus, entre guillemets, c'est moins intensif, c'est plus digeste, entre guillemets, comme rythme d'entraînement que cette année. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il est peut-être temps de vous souhaiter une très bonne soirée. Encore une fois, si je vais quand même rester quelques minutes avec Dorian pour répondre aux dernières questions sur le chat. Encore une fois, on reste vraiment à disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations en MP sur Facebook, par mail, par téléphone. On peut vous faire une visio pour vous montrer à quoi ressemble ProConta. Oui, effectivement, Céline, elles y étaient sur l'UE10, mais c'était sur une autre plateforme, c'était sur un Notion, c'était pas sur la plateforme de cours. Donc là, ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré pour vous, ce sera beaucoup plus logique. Et vous retrouverez vraiment toutes les vidéos de l'UE10 sur la même plateforme de cours que les lives. Voilà. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis bon courage pour vos révisions du DCG. On se voit peut-être bientôt pour un prochain live, que ce soit sur le DCG ou le DSCG chez ProConta. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions pour cet examen et une très bonne soirée. À bientôt.